Donc ici pour cet après-midi, donc c'est le grand 2, deuxième et dernier paragraphe de ce cours où on va étudier la décharge du condensateur. Donc là pareil, ça c'est une des 3 questions de cours pour la semaine prochaine. Quand on vous demande d'étudier la décharge du condensateur, il faut partir d'un montage. On part du montage dans lequel on va étudier la décharge du condensateur. Forcément, si on étudie la décharge du condensateur, ce condensateur est initialement chargé. Initialement chargé sous une tension E, d'accord, la FEM d'un générateur. C'est-à-dire que ce condensateur va se décharger dans une résistance, donc un circuit série constitué d'un condensateur de capacité C et d'une résistance R. Une fois qu'on a fait le schéma du montage, il faudra ici établir une équation, et là vous avez une maille dans laquelle vous appliquez la loi des mailles pour établir l'équation différentielle linéaire d'ordre 1, régie par la tension bande du condensateur. Une fois qu'on aura ça, on pourra tracer le portrait de phase. Le portrait de phase, je vous rappelle, on va tracer l'évolution de la dérivée temporelle en fonction de la fonction UC, et va nous permettre de déterminer l'évolution spontanée du système électrique d'un état initial à un état final. Et ensuite, on pourra la résoudre cette équation différentielle, et également calculer l'intensité du courant de décharge, d'accord, pour ensuite accéder à un bilan de puissance instantanée. Donc là, vous allez voir, ce deuxième temps sera quand même plus rapide pour vous. On a pris le temps de bien poser les choses dans l'étude de la charge du condensateur, bien poser l'équation différentielle, la résoudre compte tenu de la condition initiale. Là, deuxième temps, donc grand 2, étude de la décharge du condensateur. C'est ce qu'on appelle l'étude du régime libre. Donc, étude de la décharge du condensateur. Voilà. C'est ce qu'on appelle également le régime libre. Régime libre. Voilà. Alors, pareil, dans un premier temps, on va partir des observations expérimentales. Donc ça, c'est le TP de lundi prochain et dans 15 jours. Étude des cycles de charge et de décharge d'un condensateur. Donc, premier temps, observation ici expérimentale. Observation expérimentale. Alors, ici, dans ces observations expérimentales, on va faire le schéma du montage. Et attention, qui dit décharge du condensateur, dit forcément, ici, association série d'un condensateur initialement chargé avec une résistance. Pas de générateur de tension. Il n'y a pas de générateur de tension. Le générateur de tension, il apparaît lorsqu'on va charger un condensateur initialement déchargé. Là, le condensateur est déjà chargé et il va se décharger. Donc, surtout pas de générateur de tension. Vous allez simplement mettre R en série avec un condensateur et éventuellement un interrupteur K qu'on va fermer à un instant pris comme origine des temps. Donc, on y va. Schéma du montage. Donc, schéma du montage. Donc, schéma ici du montage. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, un conducteur ohmique de résistance R associé en série avec un condensateur de capacité C, ici, voilà, et on va ici mettre l'interrupteur K, voilà, directement, voilà, comme ceci. Donc, interrupteur K, je vous rappelle que l'on va fermer un instant pris comme origine des temps, et dès lors que l'on ferme cet interrupteur K, vous voyez, je ferme l'interrupteur K à t égale à 0. Vous voyez, je reprends la même flèche de couleur, à t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Si l'interrupteur K est fermé, un courant circule. Oui, même s'il n'y a pas de générateur de tension, un courant circule parce que le condensateur, initialement chargé, va se décharger. D'accord? Donc là, on fait apparaître le courant I de t qui circule dès lors que l'on ferme l'interrupteur K. Flèche de courant I, flèche de courant I, flèche de courant I. Comme ceci. Une fois qu'on a ça, on a ici deux dipôles linéaires passifs, conducteur ohmique et condensateur. Donc vous savez qu'après avoir fléché vos flèches de courant, vous allez mettre vos flèches de tension. Et la flèche de tension, on commence son récepteur pour la résistance. Donc on va noter UR, la tension de bande de R, vous voyez, en sens opposé à la flèche de courant. Donc là on a UR de T. Et ici, même chose, UC de T. Vous l'orientez comme ceci, ici par défaut, en commençant au récepteur. D'accord? Même si le condensateur se décharge, ici, par défaut, on va orienter le condensateur en convention, ici, récepteur, flèche de courant et de tension de sens opposé. Donc là, je n'ai pas noté, mais évidemment, ici, on a une flèche de courant I, une fois, et là, je la mets ici, une seconde fois ici, le courant I. Voilà. Je peux également préciser le fait que le condensateur va porter des charges électriques égales et opposées sur ces deux armatures planes. Donc là, on aura par exemple plus QC,
est moins QC. Voilà. Ensuite, en TP, ce qu'on va également faire, c'est noter ici finalement les voies de branchement, ici, hein, d'accord. Ce qu'on va faire, on va observer la tension bande du condensateur, par exemple. Donc je vais prendre ici, voilà, en voie 1, ici, et ma masse ici en bleu. D'accord. Voie 1 ici, pour visualiser la tension aux bornes du condensateur. D'accord. Mais surtout, ce qui est très important, ne pas mettre de générateur de tension. D'accord. Il n'y a pas de FME par rapport au montage de mardi dernier. D'accord. La décharge du condensateur, oui, c'est une logique. C'est lui qui va se décharger dans la résistance. Donc pas besoin de générateur. C'est lui d'ailleurs. C'est le condensateur qui va jouer le rôle de générateur. D'accord. On se décharge. Bon. Et surtout, n'oubliez pas de préciser la condition initiale. Dans les observations expérimentales, faites le schéma du montage, précisez la condition initiale du problème. Donc là, il faut le noter en toutes lettres. Donc, condition initiale ici du problème. On va le rappeler ici, le fait qu'avant la fermeture de l'interrupteur K, le condensateur est chargé sous la tension E. Donc, on y va. Donc, avant ici la fermeture de l'interrupteur K, avant la fermeture de l'interrupteur K, le condensateur est chargé sous une tension E. Le condensateur, ici supposé idéal, le condensateur est chargé sous une tension E. Voilà. Chargé sous une tension E, c'est-à-dire que la tension aux bornes du condensateur en T égale 0- égale à grand E. Très important, UC en T égale 0- égale grand E. Voilà. Et T égale à 0-, je vous rappelle, donc pour ceux qui sont en distance également, je vous rappelle, c'est très important. À T égale à 0-, c'est juste avant de fermer l'interrupteur. Et juste avant de le fermer, l'interrupteur il est ouvert. Et le condensateur est initialement chargé sous une tension, pardon, j'ai oublié, ici, sous une tension E. Je ne l'ai pas noté, donc attention ceux qui sont en distance. Sous une tension E, ici vous rajoutez, voilà, il est chargé sous une tension E. D'accord. C'est-à-dire UC en 0- égale grand E. Après, l'argument que vous devez toujours citer, c'est par continuité de la tension bande du condensateur, UC 0- égale UC 0+. Et comme UC 0- égale E, donc forcément UC 0+ est égal à E. Donc on y va. La continuité de la tension bande du condensateur impose, donc la continuité de la tension aux bornes du condensateur, ici impose UC 0- égale UC 0+ égale à E. Voilà, donc ça impose UC en T égale 0- égale UC en T égale 0+ égale grand E. Voilà. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que l'on fait? À T égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Quel est le comportement du système? Voilà. Donc la question que l'on se pose, à T égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Quel est le comportement du système? Voilà. Quel est le comportement du système électrique? Voilà. Et là, je vais vous donner le relevé expérimental que vous verrez la semaine prochaine, ici, pour ceux qui sont en distance, et vous verrez ça dans 15 jours. Alors, si on trace, c'est-à-dire si on prend la tension aux bornes du condensateur, d'accord, et on visualise ici son évolution au cours du temps, je place origine T égale à 0, qu'est-ce que l'on constate? On va constater une évolution comme ceci, voilà. Donc on constate que UC égale à E, finalement, pour des instants ici antérieurs à T égale à 0, ouais, le condensateur est bien initialement chargé. Donc là, surtout ne pas se mettre là, hein, ne pas se mettre à UC égale à 0, mais se mettre à UC égale à E. Donc une valeur ici non nulle est égale à la force électromotrice d'un générateur qu'on aurait au préalable mis au contact du condensateur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on observe? Une décharge. Voilà, la courbe caractéristique de décharge du condensateur. Voilà. Comme ceci. Caractéristique. Ici. Et on retrouve un régime transitoire
entre deux régimes permanents. Donc là, on a un régime transitoire entre deux régimes permanents, ici à gauche et à droite. Donc régime permanent, régime continu pour lesquels ici les grandeurs électriques sont constantes. Oui, ce régime permanent ici à gauche est tel que la tension au bord du condensateur est constante et vaut grand E. Et là, en régime permanent, vous voyez la tension au bord du condensateur est constante et tend vers 0. On est bien en régime permanent. Et entre ces deux régimes permanents, on a un régime transitoire au cours duquel la tension au bord du condensateur elle diminue. D'accord? C'est le fameux régime transitoire. D'accord? Et pareil, on va se poser la question de savoir quelle est la durée du régime transitoire. La durée, on va retrouver également une nouvelle fois, je peux noter, 3 taux pour une valeur finale atteinte à 5% près. Donc là, on peut déjà anticiper, noter que si, vous voyez, de l'ordre de 3 taux, d'accord, pour une valeur finale. Alors la valeur finale ici sera quoi? La valeur finale sera UC égale à 0. Et si cette valeur finale est atteinte à 5% près, la durée du régime transitoire sera égale à 3 taux. Ok? Voilà. Bon, ça c'est ici la courbe caractéristique de la décharge. Donc là c'est bien ici la décharge, voilà, du condensateur et vous avez l'évolution temporelle de la tension UC. Donc décharge du condensateur. Bon. Maintenant il faut mettre en équation. Mettre en équation, avoir une équation différentielle, la résoudre. Et la solution de cette équation différentielle doit nous mener, vous voyez, à cette observation expérimentale. Donc retrouver ici une exponentielle décroissante. D'accord? Voilà. De la forme E exponentielle moins t sur taux. Et c'est ce qu'on va retrouver. D'accord? Donc ça c'est pour le petit 1, observation expérimentale. Petit 2, on s'intéresse à la mise en équation. Donc petit 2, mise en équation. Ici. Voilà. Donc mise en équation. Donc là même chose. On a un circuit ici constitué d'une seule maille où on a un conducteur ohmique en série avec un condensateur. On va appliquer la loi des mailles. D'accord? On va appliquer la loi des mailles. La loi des mailles ici que l'on va orienter. Alors là, remarquez bien, quand on ferme l'interrupteur K, alors vous pouvez comme en exo mettre ici une tension de bande de l'interrupteur K, mais tout interrupteur K fermé est tel que la tension à ses bornes est nulle. Donc en fait, quand on ferme l'interrupteur K, on a un fil ici. Il n'y a que deux tensions. Donc là, je vais chercher le cas le plus simple, je vais m'orienter, vous voyez, dans le sens, ici, vous voyez, comme ceci, le sens trigonométrique. Donc si j'oriente ici ma maille dans le sens trigonométrique, il n'y a pas de souci, parce que mes deux tensions seront ici orientées dans le sens de ma convention positive. Donc ma loi des mailles, ici, on y va. Donc on applique, il y a la loi des mailles, donc c'est une des deux lois de Kirchhoff, je vous rappelle, donc la loi des mailles. Dans la maille, orientée selon la convention que vous avez adoptée. Donc dans la maille, ici, orientée selon la convention, voilà, que je pose ici. Donc je remets la flèche et sens positif. Donc surtout, loi des mailles. Alors cette loi des mailles nous dit que somme sur K des epsilon K, U, K égale à 0. Bon, donc là, j'aurais simplement UC plus UR égale à 0. C'est simple. Donc UC de T plus UR de T égale à 0. Et on retrouve bien le fait que dans ma loi des mailles, j'ai bien la tension de bande du condensateur, la tension de bande du conducteur ohmique, mais à droite, j'ai 0. J'ai pas de source de tension, j'ai pas de FME. D'accord? On est bien en régime libre. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Ne pas perdre de vue qu'on veut établir une équation différentielle. On va établir l'équation différentielle vérifiée par UC de T. Donc ça, je le garde. UC de T, c'est ma fonction inconnue qui va vérifier l'équation différentielle. Ça, je le laisse. Par contre, je vais modifier UR. UR égale RI. Vous voyez, là, on va être un peu plus rapide. UR égale RI. Très bien. Donc c'est la loi d'Ohm. Donc on écrit ici. Donc on aura UC de T. Plus, je modifie UR comme étant égal au produit RI de T. La loi d'Ohm. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme on l'a fait mardi dernier, le courant I de T qui circule au travers R et C, comme je l'ai dit, il circule au travers le condensateur. Et tout condensateur est tel que I égale C dUC sur dt. Donc vous remplacez le courant I par C dUC sur dt. Voilà. Donc là ensuite, voilà, on a UC de T plus R. Je remplace l'intensité I du courant par C
DUC sur DT égale à 0. Et bien regardez là, après vous devez retrouver quelque chose de connu. Notamment là, il apparaît le seul temps caractéristique qu'on peut construire dans ce problème électrique, le produit RC. RC, on va poser taux égale RC. Donc, comme mardi dernier, on pose. Donc on pose alors taux égale RC, la constante de temps, ici. Voilà, la constante de temps, ici, telle que crochet taux égale T. Taux est homogène à un temps. Taux est homogène à un temps. Voilà, oui, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Bon, on écrit sous forme, ici, taux DUC sur DT plus UC égale à 0. Donc on en déduit, ici, d'où, voilà. On obtient, donc on va mettre la dérivée d'ordre 1 en premier, donc on aura taux DUC sur DT plus UC de T égale à 0. Voilà. Voilà. Et ça, c'est une équation qui est différentielle, linéaire, d'ordre 1, à coefficient constant. Là, j'ai taux qui est constant, qui vaut RC. Là, j'ai 1, et surtout, à second membre nul. C'est-à-dire que certains qui ont déjà du recul sur ce chapitre, si le second membre est nul, la solution particulière sera également nulle. D'accord? Ça, on va le noter après. Donc là, on va noter le fait qu'on a une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à second membre nul, caractéristique de la décharge du condensateur. Caractéristique de la décharge du condensateur. Bon. Alors, par contre, avant de la résoudre explicitement, d'accord, par linéarité UC de T égale UCH plus UCP, on vous demandera sûrement, peut-être, de tracer le portrait de phase. D'accord? Tout comme on l'avait fait pour la charge du condensateur. On avait tracé Y en fonction de X. Donc là, pareil, la méthode, c'est la même. Vous posez Y égale la dérivée. On pose X à fonction, et on trace Y en fonction de X. On place état initial, on place état final, et on flèche l'évolution de l'état initial vers l'état final. D'accord? Donc c'est petit 3, avant de résoudre cette équation différentielle, on va tracer le portrait de phase correspondant à cette condition initiale. Donc petit 3, portrait de phase. Portrait de phase. Donc là, même chose. On pose Y. On pose deux choses. Y, la dérivée. X, sa fonction. Donc on pose Y, DUC sur DT. X égale UC. Et on trace Y en fonction de X. Et on trace Y en fonction de X. Alors pour tracer la trajectoire de phase dans ce portrait de phase, il faut établir l'expression de Y en fonction de X. Et pour ce faire, vous partez de l'équation différentielle, d'accord? On part de l'équation de l'EDL d'ordre 1. Donc on réécrit en fonction de Y et de X. Donc on y va. Dans ce cas, l'EDL d'ordre 1 se réécrit. Donc l'EDL d'ordre 1, elle se réécrit alors sous la forme. Alors taux, je ne touche pas, taux c'est une constante, ma constante de temps, taux égale RC, DUC sur DT. DUC sur DT c'est Y. Ouais. Plus UC, UC c'est X, égale à 0. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'isole Y en fonction de X. Qu'est-ce que je fais? Je fais passer le X à droite. Je divise par deux taux, par taux les deux membres de l'équation. Donc on obtiendra Y égale moins X sur taux. Voilà. Moins X sur taux. Et ça, on va tracer ici cette fonction qui est une fonction linéaire à valeur ici négative. D'accord? Donc on y va, on va occuper ici le cadran négatif. Donc ça, je peux effacer et on va tracer la trajectoire de phase correspondant. Donc dans le plan, ici DUC sur DT, donc ça c'est Y. Et là je vais mettre, vous voyez, X égale UC, et j'insiste bien sur le fait qu'on va occuper, voilà, ici ce cadran inférieur, ce demi-cadran inférieur, les valeurs ici, fonction valeur négative.
Ensuite, donc cette fonction linéaire, on va placer l'état initial, l'état final, vous voyez? C'est pas très compliqué, il faut juste se souvenir qu'on pose y comme étant un dérivé, x à fonction. Et on trace y en fonction de x. Donc là, l'état initial. Alors l'état initial, qu'est-ce que l'on a? On a un condensateur qui est initialement chargé, sous la tension E. C'est-à-dire que UC en 0 moins égale UC en 0 plus égale grand E. C'est-à-dire que UC de 0 égale grand E. C'est-à-dire qu'en l'état initial, si UC, à l'état initial, à t égale à 0, à t égale à 0, si UC vaut E, x vaut E. Donc là, je note x vaut E. Je note condensateur initialement chargé. Je rappelle, le condensateur ici, initialement chargé sous la tension E. Voilà. Alors, si j'ai x égale à E, bah je remplace x par E pour avoir de y. J'aurai y moins E sur tout. Donc y vaut dans ce cas moins E sur tout si x vaut E. J'ai donc les coordonnées de l'état initial. L'état initial est le point de coordonnées E moins E sur tout. Donc là, je note à gauche, attention, l'état initial, ici, à gauche, les coordonnées E moins E sur tout. E moins E sur tout. D'accord? Ça, c'est un taux. Voilà. Donc, je vais pouvoir placer ce point. D'accord? Donc, par exemple, je me place ici à E. Et là, je vais me placer, par exemple, à moins E sur taux. D'accord? Donc là, j'ai le point, ici, correspondant à l'état initial du système électrique. Donc, je ne respecte pas forcément l'échelle, même si c'est en ordonnée. Du moment que je place bien le point de coordonnées E moins E sur taux. Et là, j'ai l'état initial, ici. Voilà. Bon, je rappelle, abscisse E, ordonnée moins E sur taux. Ça, c'est pour l'état initial. Je vais placer l'état final ici en dessous. D'accord? Je vais placer l'état final ici en dessous. D'accord? Donc l'état final du système. Donc l'état final ici. Alors l'état final, condensateur. On l'a vu sur le relevé expérimental. Condensateur qui est cette fois-ci totalement déchargé. Donc UC ici à l'état final vaut 0. Si la tension au bord du condensateur tend vers 0 dans l'état final, si UC tend vers 0, forcément X tend vers 0 également. Donc à la limite, on prend X égale à 0. X égale à 0. Là, le condensateur, il est déchargé. Condensateur déchargé. Voilà. X égale à 0, puisque UC est égal à 0. Et si X égale à 0, c'est une fonction linéaire, donc vous avez moins 0 sur taux, ça donne Y égale à 0. Voilà. Donc même chose, je vais noter ici à gauche les coordonnées de l'état final. Donc les coordonnées de l'état final. Donc ces points de coordonnées 0, 0. C'est l'origine du repère. Donc là, l'état initial il est ici. État final, l'état final, le point de coordonnées 0, 0. Il est ici. Et ensuite, voilà, je vais tracer ma fonction linéaire qui relie ces deux points. Donc ici, à la règle, je trace ici, vous voyez. Voilà. Ici, voilà, attention. On va reprendre. Voilà, directement. Et je flèche. N'oublie pas de flécher. Voilà, de l'état initial vers l'état final. D'accord? Voilà. Ça, c'est important. Et attention, on occupe bien le cadran à valeur négative. Hein, fonction à valeur négative, ici, qui apparaît. Alors d'ailleurs, il y a une cohérence dans tout ça. Je dis oui, voilà, on occupe le cadran ici pour une fonction à valeur négative. C'est-à-dire que est-ce que tout le monde voit que ici, dans ce cadran-là, du c'est sur dt, négatif. Ça, c'est cohérent avec la décharge. Pourquoi? Si la dérivée de UC par rapport au temps est négative, c'est-à-dire que UC, que fait-elle? Que fait la fonction UC de t? Elle décroît. Et c'est logique, au cours de la décharge du condensateur, la tension au bord du condensateur, elle diminue au cours du temps. Donc là, je note ici en haut à droite, un commentaire en plus. Donc on remarque ici, à tout instant, ici, DUC sur dt négatif à tout instant. D'accord? On est bien dans ce cadran-là, fonction valeur négative. D'accord? Ce qui signifie que UC de t est strictement décroissante sur l'intervalle considéré. Elle est strictement décroissante sur l'intervalle considéré, et c'est bien ici compatible avec la décharge du condensateur. La tension au bord du condensateur, elle diminue au cours du temps. Donc là, c'est bien compatible avec la décharge
ici, du condensateur. Voilà. Bon. Alors c'est la même chose. Lisez bien la question de cours. Si on ne vous demande pas de traiter la trajectoire de phase dans ce portrait de phase, vous ne faites pas. Vous ne le faites pas. Si on ne vous demande pas, vous ne le traitez pas. On peut très bien vous demander mise en équation, résolution. Sans passer par ça. Donc surtout, lisez bien l'énoncé. Ne faites pas de hors-sujet. Ça sera marqué explicitement sur les questions de cours. Tracez la trajectoire de phase correspondant à l'évolution de ce système électrique. Si on ne vous demande pas, vous ne le faites surtout pas. D'accord? Sinon, on vous arrêtera bien avant. D'accord? Voilà. Et ça, oui, ça, c'est la trajectoire de phase. Ça, c'est un portrait ou le plan de phase. Ça, c'est la trajectoire de phase. Je peux mettre une légende si vous souhaitez. Là, c'est la trajectoire de phase. Là, c'est la trajectoire de phase. Ici, correspondant à la condition initiale du problème. D'accord? Voilà. Ça, c'est la trajectoire de phase. Ok. Par contre, là, où forcément vous aurez quasiment toujours la question, même aux écrits ou aux interros, peu importe, c'est la résolution. D'accord? Ça, il faut bien lire le sujet, mais en tout cas, la résolution, vous n'allez pas y échapper. D'accord? Donc, petit 4, résolution de l'EDEL d'ordre 1. Résolution de l'EDL d'ordre 1. Et là, on va aller beaucoup plus vite que mardi matin, parce que mardi matin, je vous ai présenté le vocabulaire, le point méthode, par linéarité de l'équation différentielle, la solution totale et la somme d'une solution particulière, de la solution de l'équation homogène associée. Là, on va être beaucoup plus rapide. D'accord? C'est ce que vous devrez noter sur vos copies. D'accord? Ce qu'on a fait ensemble mardi, c'est le point méthode, très complet. Donc là, par contre, il faut toujours invoquer l'argument de linéarité pour justifier la somme. On veut résoudre ça. Donc ce qu'on va dire, c'est par linéarité de cette équation différentielle, la solution UC de t de la forme UCP plus UCH. Telle que UCP, solution particulière, quelle est la même forme que le second membre. Et le second membre, c'est 0, c'est une constante. Donc on va chercher UCP sur la forme d'une constante. Ici, UCP égale à 0. Et la solution de l'équation homogène associée, par contre, à apprendre par cœur, on retrouve A exponentielle moins t sur tau. D'accord? Donc on y va, par contre, ça fera toujours noter. Donc par linéarité de l'EDL d'ordre 1, que je rappelle, ici, sous la forme taux des UC sur dt plus UC égale à 0, virgule, la solution est de la forme, la solution UC de t est de la forme UCP plus UCH. Voilà. Donc on note UC de t. Alors P comme particulière, c'est la solution particulière, plus UCH. H comme homogène. Et vous voyez, j'indique ici, et je mets en même temps ces dépendances temporelles. UC dépend du temps, UCH dépend du temps. Alors que UCP, je n'en mets pas. C'est-à-dire que moi, je sais par avance que UCP sera de la même forme que le second, donc sera constant. Donc avec, ici, dans ce cas précis, avec cette équation différentielle-là, on va expliciter UCP. Alors UCP, je répète, on regarde le second membre, ça vaut 0. 0, c'est une constante. Donc vous recherchez une solution particulière sous la forme d'une constante. C'est-à-dire que UCP est constant. Et elle vérifie cette équation différentielle. Donc quand je dérive UCP par rapport au temps, ça fait 0. Donc la solution particulière est nulle. Là, c'est évident. Vous direz d'ici quelques semaines en maths que la solution particulière est évidente. Solution particulière évidente, UCP égale à 0. D'accord? Solution évidente. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on la recherche sous la forme d'une constante. D'accord? Pas rien, vous m'arrêtez s'il y a moindre question. D'accord? UCP est une constante. Oui. P pour particulière, H pour homogène. D'accord? P pour particulière, H pour homogène. Ici, c'est le cours de mardi matin. Donc ici, UCP égale à 0. UCH. Alors, UCH. Alors là, par contre, ouais, il faut l'apprendre par cœur. A exponentielle moins t sur tau. A exponentielle moins t sur tau. Avec A, ici, la constante d'intégration. A, c'est la constante d'intégration. Voilà, la constante d'intégration que l'on va déterminer grâce à la condition initiale. D'où UC de t, on fait la somme, donc on fait 0 plus A exponentielle moins t sur tau,
Donc en fait, la solution totale se réduit à la solution de l'équation homogène associée. D'accord? Alors H pour homogène, en fait, c'est la solution de l'équation homogène associée ou de l'équation sans second membre. D'accord? De toute façon, elle est déjà sans second membre, c'est le cas. Donc UC de T se réduit à A exponentielle moins T sur taux. Voilà. A exponentielle moins T sur taux. Et là, n'oubliez pas, ici, tout n'est pas totalement finalisé, tout n'est pas totalement terminé. Il reste à déterminer la constante d'intégration A. Il nous faut A. A se détermine grâce à la condition initiale, le condensateur initialement chargé, UC de 0 égale à E. Donc, on détermine A, on détermine la constante A grâce, ici, à la condition initiale, donc grâce à la condition initiale du problème, voilà, condensateur initialement chargé. Condition initiale. Ici, je vous rappelle, UC en 0 moins égale UC en 0 plus égale à grand E. Voilà, condition initiale. Bon. Alors, pour nous, ça signifie que UC de 0 égale grand E. Qu'est-ce que je vais faire? Je remplace T par 0 dans l'expression de UC de T. Donc T vaut 0. Et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc on aura A exponentielle de 0 égale à E. Voilà. C'est-à-dire A égale à E. Voilà. A égale à E. D'où l'expression UC de T égale A, ici, exponentielle, pardon, E exponentielle, moi j'ai noté A, mais A égale à E, c'est le but, donc UC de T égale E exponentielle moins T sur taux. Donc grand E exponentielle moins T sur taux. Alors on vérifie si c'est cohérent, compatible avec les observations expérimentales. On passe au calcul de limite. La limite, quand T tend vers 0 plus, de UC de T. Alors cette limite, elle existe et elle est finie. Quand t tend vers 0, plus, exponentielle de 0, ça fait 1, entre UC égale à E. Ouais. En plus infini, maintenant, quand t tend vers plus infini, on fait tenter vers plus infini. Même chose, cette limite, elle existe, elle est finie. Quand t tend vers plus infini, on va exponentielle ici de moins l'infini, donc ça tend vers ici 0. Et ça, c'est bien compatible avec les résultats expérimentaux. Donc c'est bien compatible avec les résultats ici expérimentaux. Voilà. C'est-à-dire qu'on retrouve cette exponentielle décroissante, on part de grand 2 volts et on tend vers 0 en régime permanent lorsque t tend vers plus infini, d'accord? Bon. Ensuite, même chose, linéairement, on peut vous demander d'étudier les temps caractéristiques du système, d'accord? Donc c'est à la suite 4, 5e temps sur les temps caractéristiques, d'accord? Donc temps caractéristiques, ici, voilà, temps caractéristiques. Donc interpréter la constante de temps taux égale RC, d'accord? On va commencer par ça. Que représente taux dans ce problème? Donc quelle est la valeur de UC lorsque t égale à taux? Sachant qu'on a UC de t, vous voyez, c'est un sujet à question tiroir. Une fois que vous avez ça, on va vous demander d'interpréter taux. Il suffit pour cela de remplacer t par taux pour avoir une interprétation physique de taux. Si vous remplacez t par taux, vous aurez grand E exponentielle moins taux sur taux, grand E exponentielle moins 1. Donc ça fait grand E sur petit e. Et ça, vous savez, on sait calculer. D'accord? Donc on aura une interprétation physique de taux. Ensuite, même chose, on va trouver le fait que la tangente à l'origine, ici, va couper l'asymptote, ici U égale à 0, en t égale à taux. D'accord? Et on va rappeler que la durée du régime transitoire vaut environ 3 taux, pardon, xi égale 3 taux, pour une valeur finale atteinte à 5% près. Donc ça, 3 petits points notés, ici. À l'instant t égale à taux, donc à l'instant t égale à taux,
à l'instant t égale à taux. On exclut UC en t égale à taux. Donc la résolution de l'équation différentielle nous donne ici grand E exponentielle moins taux sur taux. Donc ça fait l'FME exponentielle ici moins 1. Et ça, on sait calculer, hein, ça fait 1 sur E, d'accord, ça vous donne 0,37. Donc ça, c'est 0,37, d'accord. Donc ce qui nous donne environ 0,37 E. Le 0,37, ici, c'est ça, c'est 1 sur petit e, 0,37. C'est-à-dire qu'à l'instant t égale à taux, la tension de bande du condensateur atteint ici 37% de sa valeur initiale. D'accord. Donc ici, UC en t égale à taux a atteint ici 37% de sa valeur initiale. Attention, valeur initiale c'est grand E, valeur finale c'est 0 ici, on décharge. Valeur initiale grand E, valeur finale 0. Donc de sa valeur initiale, grand E. Voilà. Ça c'est l'interprétation physique de taux. Interprétation physique, d'accord. On injecte t égale à taux dans l'expression de UC de t. Et voilà, on saura qu'on est à 37% de la valeur initiale UC égale à E pour un condensateur initialement chargé. Voilà. Ensuite, on ne va pas refaire le calcul, mais la conclusion sera la même. Sur la constante de temps, hein, on ne va pas refaire l'équation de la tangente à l'origine, on l'a faite complètement mardi matin. Là, on va juste noter, ça fera toujours le rappeler, que la tangente à l'origine coupe l'asymptote UC égale à 0 en t égale à taux. Donc ici, la tangente à l'origine coupe l'asymptote, ici UC égale à 0 en t égale à taux. On coupe l'asymptote UC égale à 0 en régime permanent en t égale à taux. Pareil, on fera un graphe complet juste après. Et cette phrase sera toujours ici la noter. Et dernière remarque sur ces temps caractéristiques, la durée du régime transitoire, on va le noter quand même, lettre. La durée du régime transitoire est de l'ordre de 3 taux pour une valeur finale atteinte à 5% près. D'accord. Donc la durée, ici, du régime transitoire, la durée du régime transitoire, ici, est de l'ordre de xi, rappelez-vous, on a noté xi, de 3 taux pour une valeur finale atteinte à 5% près. Et ici, je vous rappelle, cette valeur finale, c'est 0. Pour une valeur finale atteinte à 5% près. Voilà. Alors tout ça, ça se reporte sur un graphe. C'est-à-dire que vous, quand vous allez faire le graphe avec son cours, d'accord, surtout pour une colle, hein, ça vous allez le dire plus ou moins à l'oral. D'accord. C'est-à-dire que si on refait ici, voilà, le tracé caractéristique de la décharge du condensateur, donc UC en fonction du temps. Donc on précise bien que initialement le condensateur chargé sous une tension E, donc on part de grand volt. On précise également qu'il y a continuité de la tension dans le condensateur, donc je trace sans lever mon crayon, sans lever la craie, cette courbe. Ici, donc vous voyez, directement, hop, et ça tend vers 0, voilà, quand t tend vers plus infini. Une fois que j'ai fait ça, je mets en évidence un régime transitoire entre deux régimes permanents. Donc j'aurai un régime transitoire entre deux régimes permanents. Ce régime transitoire, on va le noter, la durée du régime transitoire de l'ordre de 3 taux, donc si, de l'ordre de 3 taux. Ensuite, en bleu, la tangente à l'origine coupe l'asymptote UC égale à 0 en t égale à taux. Donc la tangente à l'origine ici, et là directement j'aurai taux égale RC. Voilà. Donc je trace ici en bleu la tangente à l'origine qui coupe l'asymptote UC égale à 0 en t égale à taux, sachant que taux égale RC. D'accord. Et ensuite, autre chose qu'on peut noter, c'est le fait que lorsqu'on est à t égale à taux, UC égale 0,37 E. Donc là, je cherche l'image de taux, et l'image de taux, vous voyez ici, tac, là on sera à 0,37 E. D'accord.
Donc l'image de taux, UC en T égale à taux égale 0,37E. D'accord? Voilà. Donc là, on a toutes les informations, régime transitoire, de régime permanent, continuité de la tension bande du condensateur, qui passe de grand E à 0 volts, sur une durée de l'ordre de 3 taux, qui est la durée du régime transitoire. La tangente à l'origine couple asymptote UC égale à 0 en T égale à taux égale RC. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, on vous demandera toujours de déterminer l'expression du courant I et de tracer l'évolution temporelle du courant de décharge. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a UC de T égale E exponentielle moins T sur taux, on repart de I égale C de UC sur dt pour avoir l'expression du courant. D'accord? Donc sixième temps, l'expression du courant est tracée. D'accord? Du courant de décharge. Donc sixième temps, 5, 6, l'expression du courant. Expression du courant. I de T. Voilà. Alors, pareil, on repart de UC de T, d'accord, et on utilise l'expression I égale C dUC sur dt, puisque, en effet, le schéma nous montre que le condensateur est orienté en convention récepteur. D'accord? Donc, ici, on part de UC de T égale grand E exponentielle moins T sur taux, qui est la solution de L d'ordre 1 compte tenu de la condition initiale, d'accord, pour obtenir I égale, je rappelle, I, le courant, égale C dUC sur dt. Ça, c'est la relation caractéristique, tension courant d'un condensateur idéal. I égale C dUC sur dt. Soit I de T, C, et je dois dériver par rapport au temps, un E exponentielle moins T sur taux. Alors E, attention, grand E, FEL, ici, voilà. Donc, même chose qui est, alors attention, on dérive. On dérive par rapport au temps. On dérive par rapport au temps, je sors également tout ce qui est constant, tout ce qui est indépendant du temps. Là, grand E est constant, donc ça sera CE. Et je dérive par rapport au temps l'exponentielle moins T sur taux, la variable temporelle est ici. Bon, ça vous savez faire. Là, il suffit de sortir le coefficient multiplicatif moins 1 sur taux. Quand on dérive, on sort le coefficient. Quand on intègre, on fait 1 sur le coefficient. Comme hier, rappelez-vous. Donc là, je sors. Donc fois, je mets en évidence. Je sors le moins 1 sur taux. Et j'oublie pas de remettre. Mais pas de remettre. Rappelez-vous, exponentielle U, dérivé, c'est U' exponentielle U. Donc exponentielle moins T sur taux. Voilà. Alors ça va donner quoi? Faites attention, le moins. Là, le moins, il reste. Il ne disparaît pas. Moins CE. Taux. Taux égale à quoi? Taux égale RC. Je remplace taux par RC. Exponentielle moins T sur taux, je ne touche pas. Voilà. Une fois que j'ai ça, je peux simplifier par la capacité C du condensateur, en haut et en bas. Il va nous rester I de T. Donc I de T. Qui serait égal à quoi? À moins E sur R, exponentielle moins T sur taux. Voilà. D'où I de T. Voilà, I de T égale moins E sur R. Moins E sur R, exponentielle moins T sur taux. Pareil, avant de tracer cette évolution, on va s'intéresser aux limites, en 0 plus, en plus infini, et voir si c'est compatible avec ce problème de décharge d'un condensateur. Bon. Alors, une fois qu'on a ça, même chose, limite en 0 plus, limite en plus infini, ici. Donc, limite en 0 plus de I de T. Donc pareil, je fais tendre ici T vers 0. Il va nous rester moins E sur R exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1, donc il va rester moins E sur R. Moins E sur R. Ah, on a une valeur négative. La limite existe, elle est finie, et vaut moins E sur R. Ouais, il y a un moins qui reste, il ne disparaît pas. Et après, je prends la limite en 0. D'accord? Qui existe et qui est fini, qui vaut moins E sur R. En plus infini. Quand T tend vers plus infini, le I de T
Cette limite existe et est finie, pareil. Moins t sur taux, quand t tend vers plus infini, ça tend vers 0. Bon, ça va donner ici, voilà, ça tend vers 0. Donc compte tenu de ces deux limites, moins e sur r, 0, d'accord, fonction en valeur négative, strictement croissante. Fonction en valeur négative strictement croissante. Donc là, fonction à valeur négative, on le voit, d'accord, fonction à valeur négative, strictement croissante sur intervalle considéré. Donc fonction à valeur négative, strictement croissante sur ici l'intervalle, le matériel considéré, on va dire que c'est ici R+, d'accord, strictement croissante. Écran de tête, pardon, strictement croissant. Donc on y va, on part de moins e sur r, une fonction valeur négative, strictement croissante, et qui tend vers 0 quand t tend vers plus infini. On peut bien le mettre en évidence. Voilà, on va montrer comment on utilise le cadran inférieur. Donc là c'est t, là c'est i de t, là j'ai l'origine O. Et là, on occupe ce cadran inférieur à valeur négative, et on démarre de moins e sur r. Donc là je démarre de moins e sur r. La limite en 0+, elle est là. La limite en plus infini, elle est ici. Et on a une fonction à valeur négative strictement croissante. Donc ça, hop là. Et on rejoint ici le régime permanent. Donc la même chose. Hop, on rejoint le régime permanent. C'est-à-dire qu'il y a bien un régime transitoire entre deux régimes permanents. Voilà. Comme ceci. Et là, il y a quelque chose également qu'il faudra mettre en évidence, qui est très important. Donc là, je peux aussi rappeler que là, on a xi, ici, hein, la durée du régime transitoire, pareil, de l'ordre de 3 taux pour la durée du régime transitoire. Maintenant, c'est quelque chose qui est très important, c'est le courant. Juste avant de fermer l'interrupteur, en 0-, on paraît toujours cet effort en 0-, juste avant de fermer l'interrupteur. L'interrupteur reste ouvert. S'il est ouvert, le courant est nul. Donc le courant en 0- est nul. Et là, vous avez mis en évidence une discontinuité du courant. Ouais, ça on va le noter. Le courant en 0- est nul. L'interrupteur est ouvert avant de le fermer. D'accord? Donc attention, attention, attention. Discontinuité du courant en 0. Discontinuité du courant I de t. Ici. En 0. En effet, en 0-, donc juste avant de fermer l'interrupteur, l'interrupteur est ouvert, donc forcément interrupteur ouvert, courant ici qui est nul, donc le courant I en 0- égale à 0, alors qu'en 0+, il est non nul et vaut moins E sur R. Déjà, première chose qui est très importante à noter, discontinuité ici du courant I de t à t égale à 0. Ensuite, est-ce que ça vous paraît cohérent d'avoir ici une fonction valeur négative, donc des valeurs négatives pour le courant I de t? Sachant que ça, attention, c'est l'évolution du courant lors de la décharge. Donc pareil, ça c'est caractéristique d'une décharge de condensateur, et on a des valeurs négatives pour le courant I de t. Est-ce que ça vous paraît logique? On passe de 0 à moins 2 sur R, et même si c'est croissant, le courant I prend des valeurs négatives. Alors vous, expérimentalement, vous allez faire quoi? Vous allez permuter les bornes, ça va en permettre. Vous dire, oh bah tiens, je veux une valeur positive, très bien. Mais ça, comme problème de décharge, est-ce que c'est cohérent d'avoir des valeurs négatives du courant I? C'est lié à quoi finalement? Qu'est-ce qui se passe par rapport à notre schéma de départ? Schéma de départ, Théo, on a... Ouais. Tout ce qu'on a établi là, c'est valable pour une convention récepteur. Rappelez-vous, les flèches de tension et de courant pour un condensateur sont de sens opposé. Sauf que réellement, le condensateur, il se comporte comme un générateur. Donc réellement, le courant, si on l'orientait vers le bas, en fait, le courant, il est comment? Il est orienté vers le haut. C'est pour ça qu'on a des valeurs négatives hein, pour le courant I. Parce que le condensateur, effectivement, se comporte comme un générateur. Il se décharge. C'est lui la source d'énergie. Mais moi, dès le départ, et souvent, ça sera le cas dans le sujet DS, on oriente par défaut. Même si les générateurs... Par défaut, on son récepteur. C'est ça, après, un courant négatif. Bah ouais, parce que le courant, il se propage pas forcément, comme on dit, du haut vers le bas, mais plutôt du bas vers le haut.
Donc en fait, condensateur en convention générateur. Et c'est logique, lors d'une décharge de condensateur, c'est le condensateur qui va fournir l'énergie ici à l'ensemble du circuit. D'accord? Donc ça, de toute façon, on va le retrouver dans le bilan de puissance. D'accord? Donc 5, 6, après 6, c'est 7. Bilan de puissance, après on fait un petit exo sur ça, sur les ordres 1. Donc 7e petit 7, on va le mettre ici. Ouais. Un bilan de puissance instantané. Donc petit 7. Bilan de puissance instantané. Et ça va rejoindre ce que je viens de dire sur la décharge du condensateur. Bilan de puissance instantané. Voilà. Alors, là pareil, même méthode que mardi, bilan de puissance, il nous faut des termes homogènes de puissance, exprimés en watts, et on n'a qu'une seule équation pour l'instant. Je parle pas d'équation de force, on n'a qu'une seule équation, c'est la loi d'Emaille. Et la loi d'Emaille est relative à des tensions. Donc si on multiplie les deux membres de cette équation, cette loi d'Emaille par un courant, on aura uniquement des termes homogènes de puissance. Donc la méthode est la même, on multiplie la loi d'Emaille par I. Donc on note, on multiplie la loi d'Emaille par I de T. Voilà. Par I de T. Alors cette loi d'Emaille, bon, là encore tous en tête, c'est deux dipôles, condensateur résistance, associés en série. On a deux tensions, UC et UR. Donc loi d'Emaille, on a UC de T, plus UR égale à 0. Voilà. Ça c'est la loi d'Emaille. Somme sur K des epsilon K UK égale à 0. Voilà. Je la multiplie par le courant I. Parce que vous savez qu'une puissance électrique, c'est toujours le produit tension fois courant. UI. On y va, multiplie par I de T fois I de T. Qu'est-ce qu'on obtient? À gauche, UC de T fois I de T plus UR de T fois I de T égale à 0. Donc je multiplie bien les deux membres de l'équation par I de T. Donc à droite j'ai 0. Ça ne change pas grand chose à droite. À gauche. À gauche par contre, qu'est-ce que je peux faire? Toujours la même chose. C'est dès que j'ai un UC, multiplié par I. Dès que j'ai un. Alors par contre, il faut avoir un condensateur. D'accord? Méfiez-vous, s'il n'y a pas de condensateur dans le montage, aucune raison d'appliquer I égale C DUC sur DT. D'accord? Lisez bien le sujet. Regardez s'il y a un condensateur dans le sujet ou s'il y a une bobine. D'accord? S'il y a un condensateur, I égale C DUC sur DT. Donc on remplace I, voilà, par l'expression C DUC sur DT. Voilà. Plus UR, bah ça c'est la loi d'Ohm, UR égale RI. Donc RI fois I, ça fait RI carré. Donc RI carré. 0. Ouais. Et on retrouve le produit caractéristique, C fois UC fois DUC sur DT. Donc C fois la fonction fois la dérivée temporelle de la fonction. Et ça, on va le mettre sous la forme de la dérivée temporelle d'une énergie. Ouais, ça, on met sous la forme ici de 1/2 de C UC carré. D'accord? Plus ici RI carré de T égale à 0. Et là, sous ma dérivée temporelle, j'ai finalement retrouvé l'énergie algébriquement reçue par le condensateur. Ça, c'est 1/2 de CUC carré. D'accord? Donc, on retrouve ici la dérivée temporelle de l'énergie algébriquement reçue par le condensateur plus RI carré égale à 0. Donc, et avant de conclure, et avant de revenir seulement sur ce comportement générateur d'un condensateur lors d'une décharge, il manque une étape de calcul. Qui parmi vous serait capable de me dire, voilà, il faut rajouter ceci pour montrer explicitement que le condensateur se comporte effectivement comme un générateur lors de sa décharge. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut rajouter ici comme équation pour montrer explicitement que c'est le générateur qui fournit l'énergie au système? D'accord? Et donc effectivement, le générateur, ici, c'est le condensateur qui va se décharger. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Comment pourrait-on modifier cette équation en fait?
qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc là, j'ai la dérivée temporelle de l'énergie stockée dans le condensateur. Plus RI carré égale à 0. Pour montrer qu'effectivement le condensateur se comporte comme un générateur, il faut montrer que c'est lui qui donne de l'énergie. Donc que son énergie, elle, diminue. Et pour montrer que son énergie, elle diminue, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout bête. On va simplement dire que l'énergie stockée dans le condensateur, enfin sa dérivée temporelle, je vais faire quoi? Dire que ça c'est égal à moins RI carré. Ça c'est moins RI carré. R positif, I carré positif avec le moins qui est devant. Forcément le moins RI carré est négatif. Là, le plus important est là, c'est ça, c'est négatif. Voilà. C'est-à-dire qu'au cours du temps, l'énergie ici stockée par le condensateur, elle diminue. C'est-à-dire que là, au cours de la décharge, voilà, au cours de la décharge, voilà, le condensateur se comporte effectivement comme un générateur. Donc là, le condensateur se comporte ici effectivement comme un condensateur. Comme un générateur. C'est lui qui délivre, qui fournit l'énergie. Voilà. Au système. Donc au cours de la décharge, le condensateur se comporte effectivement comme un générateur. Donc ici son énergie, l'énergie stockée par le condensateur, elle diminue au cours du temps. Sa dérivée temporelle est négative. Sa dérivée temporelle est négative, ici, voilà, l'énergie, ici, diminue au cours du temps. Elle diminue au cours du temps. Voilà. Ça je laisse. Alors, en application de cette décharge du condensateur, question ici annexe qu'on peut retrouver. Tout ce qu'on a fait, il faut bien comprendre qu'on l'a établi pour la tension dans du condensateur. Ça, vous voyez, ça demande pas trop de réflexion parce que c'est toujours une loi d'émail. On applique, on dégage taux égale RC. Bon. Par contre, il se peut dans certains sujets, en fait, on les posé une année dans un concours blanc. On avait étudié charge-décharge d'un condensateur sous un autre aspect où il fallait établir les équations différentielles vérifiées par I de T. Et là, ça en a perturbé plus d'un. Parce que tout ce qu'on a fait en cours, ensemble, même en exo, voilà, c'était établir l'équation différentielle vérifiée par UC de T. Et là, on avait innové, avec M. Lefebvre. On avait posé une question, il fallait établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par I de T. Donc je marque en complément. Ça doit être, donc c'était 8, c'est ça? Après 8, 7 ou 8? Jay, dis-moi, bilan, t'as noté quoi en bilan? 7e, donc on est au 8e temps. Ici, complément, ou application, complément de cette décharge. Voilà. Alors, établir, puis résoudre le DL d'ordre 1, vérifié par I de T. Voilà. Vérifié par le courant I de T lors de la décharge du condensateur. C'était ici au niveau de l'étude du flash d'appareil photo, d'accord? Il fallait étudier les temps de charge et de décharge du condensateur. Et en fait, on demandait d'établir, donc il faut établir et résoudre le DL d'ordre 1 vérifié, attention, par le courant I lors de la décharge du condensateur. Lors de la décharge du condensateur. Bon. Voilà. Sachant que, évidemment, on n'avait qu'une loi a priori sous la main, c'est la loi des mailles. Vous avez une maille, un circuit série, une maille. La loi des mailles vous dit que UR plus UC égale à 0. Donc, a priori, voilà. Ce qu'on sait, c'est, voilà, on peut partir de la loi des mailles. La loi des mailles, UR ici plus UC égale à 0 pour une décharge, donc régime libre. D'accord? Voilà. Ça, c'est la loi des mailles. Le point de départ, il est là. C'est finalement la seule loi qu'on a posée ensemble pour établir l'équation différentielle.
Maintenant, là, faut réfléchir. Là, par contre, ce n'est pas quelque chose qui a été vu en cours. Ça posait beaucoup de problèmes pour établir et surtout résoudre l'équation différentielle vérifiée par I de t. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il fallait retrouver taux dUC sur dt, UC égale à 0. Là, on demandait une équation différentielle vérifiée par I de t, mais dans ce même montage, même cas de figure, étude de la décharge d'un condensateur qui, initialement, était chargé sous la tension E. D'accord? Bien. Alors là, par contre, il faut réfléchir. C'est pas évident. Alors, quelqu'un a la réponse parmi vous, quelqu'un a une idée pour établir l'équation différentielle vérifiée par I de t. Surtout qu'il n'y a pas de nœud. Il n'y a pas de nœud ici, donc il n'y a pas de loi des nœuds. Attention, on a une maille, il n'y a pas de nœud, donc pas d'application de loi des nœuds. Il faut partir de ça. Partir de ça pour établir l'équation différentielle vérifiée par I de t. Bon. Comment pourrait-on... Quelqu'un parmi vous aurait une idée pour établir l'équation différentielle vérifiée par I. C'est-à-dire, alors l'équation différentielle vérifiée par I, il faut avoir du I de t et des I sur dt, la dérivée temporelle de I par rapport au temps. D'accord? Non? Allez, je remettais quelqu'un là-bas. On y va. Clément, est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu m'entends? Clément. Une petite pause aussi comme ça. Oui? Très bien, Clément. Je peux mettre son info. Est-ce que tu as une idée pour établir l'équation différentielle vérifiée par I de t? Dis-moi. UR égale à RI. Bien? Ouais. Pourquoi j'ai pas fait l'appel? UR égale RI. Ouais, c'est une bonne idée. On pourrait remplacer UR par RI. Ouais. J'adore les coups. Par contre, UC. UC. Qu'est-ce qu'on fait de UC? Monsieur, Oui? en fait, on ne peut pas dériver toute la loi des mailles, comme ça on aura DUC sur DT, c'est I sur T. Merci Fatima, tu sauves tout le monde là. Merci beaucoup Fatima. Très bien. Oui. Merci Fatima. Bon, Fatima elle vient de finir l'exo. Bon, Fatima, tu réfléchis à la condition initiale parce que le deuxième problème, Fatima, c'est une fois que tu auras l'équation différentielle vérifiée par I de t, il te faut la condition initiale sur I en 0 pour résoudre l'équation différentielle. Et tu ne l'as pas directement, tu sais uniquement que UC de 0 égale à E. Vas-y, je te laisse avancer. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va... Non, on attend, on sait bien. On va dériver par rapport au temps. On y va? Alors oui, alors ça, c'est question technique, type concours blanc. Là, je me rappelle que sur les... C'était combien? 60, ouais, 75, on va dire, MPSI, PCSI, j'avais proposé un sujet d'élec. Sur 75, il y en a peut-être 10 qui ont pensé à dériver par rapport au temps à la loi des mailles. Ça, c'est pas évident, mais ça, on le fait de temps en temps. Dériver la loi des mailles. Si on dérive par rapport au temps à la loi des mailles, vous allez voir apparaître un DUC sur DT. Bon, on le fait doucement entre nous, on y va. Donc ici, que l'on dérive, on attend juste que Fatima termine la résolution, qu'elle nous donne la réponse. Alors que l'on dérive par rapport au temps, voilà. Alors c'est la loi des mailles qu'on va dériver par rapport au temps. Voilà. On fait juste ça, après on fait des exos. Je voulais absolument finir le cours avant d'une heure. Ça après on fait des exos de révision. Ce sera moins lourd. Alors si on dérive par rapport au temps, on aura des UR sur DT, ok, plus des UC sur DT, égale, dérive 0 par rapport au temps, 0, bien. On continue. Alors, on continue, peut-être faire une petite étape supplémentaire. Oui, sauf que UR, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, comme Clément l'a souligné, pardon, UR égale RI. Si UR égale RI, UR égale RI de t. Je mets bien en évidence ces dépendances temporelles. Si je dérive UR par rapport au temps, dans ce cas, la dérivée temporelle de UR, ça me donne quoi? Attention, n'oubliez pas la constante multiplicative, ça me donne R dI sur dt. Voilà, bien. On aura R dI sur dt. Maintenant, DUC sur dt. Ah, DUC sur dt. Qu'est-ce que ça peut nous donner, ça? Est-ce que quelqu'un parmi vous voit ce que représente DUC sur dt? Ah, Louis. I sur C. C'est ça, très bien. Donc c'est I sur C. En fait, non, c'est pas évident, non. On va renoter
En fait, c'est bien parce qu'en fait, il faut rappeler d'abord I égale C DUC sur DT. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a DUC sur DT. Donc DUC sur DT, c'est I sur C. D'accord? Si on a ça, alors DUC sur DT, DUC sur DT, c'est quoi? C'est I sur C. Bien. Donc équation 1, je numérote. Elle se réécrit comment? DUR sur DT, RDI sur DT. Donc R, DI sur DT, plus DUC sur DT, ça fait 1 sur C, fois I, égale 0. Alors oui, là attention. Là il faut faire apparaître une constante de temps. Taux, moi j'en ai un temps, crochet taux égale à T. De toute façon, dites-vous, pour un circuit RC série, vous aurez toujours taux égale RC. Donc là, ce que vous faites, vous avez multiplié demande d'équation par C. D'accord? Donc là, on multiplie demande de l'équation par C pour avoir un RC DI sur DT plus I de T égale à 0. On pose taux égale RC, tel que crochet taux égale à T, homogène à un temps. Voilà. D'accord? Tel que, ici, finalement, on puisse réécrire l'équation 1 sous la forme taux DI sur DT plus I de T égale à 0. Voilà. Bon. Donc là, la moitié des points pour établir. D'accord? Établir, vous avez établi l'équation différentielle vérifiée par I de T. On a bien une équation, d'accord, qui relie la dérivée temporelle de I par rapport au temps et la fonction inconnue I de T. Donc E de l'ordre 1 à second membre constant, à second membre constant nul, et à coefficient constant, ce que je veux dire, d'accord. Ici, E de l'ordre 1, directement, deux solutions. Vous voyez, on est en exo, deux solutions. Alors cette équation différentielle, par nature, elle est linéaire, donc la solution se note I de T égale IP, IPP pour particulière, d'accord, plus IH de T, H pour solution de l'équation homogène associée, ouais. Ou solution homogène, ouais, bon, ça me convient aussi. Hein. Ouais, voilà. Donc ici, on va rappeler, voyez, encore une nouvelle fois, on résout une équation différentielle. La solution particulière, ici, sera cherchée sous une forme constante. Second membre est constant, donc IP constant. Si IP constante, des IP sur DT nul, donc IP égale à 0. Donc ici, une constante. Ici, voilà, et elle est nulle. Donc on a une solution particulière évidente. Bon. La solution de l'équation homogène associée, IH de T. Toujours la même chose. A exponentielle moins T sur taux. D'accord? A exponentielle moins T sur taux. Voilà. Là, c'est un T. Ici. Soit I de T égale A exponentielle moins T sur taux. Ouais. Maintenant, la question est de déterminer la constante d'intégration A. Donc là, il faut déterminer la constante d'intégration A, compte tenu de la condition initiale. C'est-à-dire quelle est la valeur de I en 0. J'irai même plus que la valeur de I en 0 plus. En 0 plus, puisqu'on vient de fermer l'interrupteur. Ouais, c'est-à-dire que là, on a un circuit série fermé, dans lequel circule un courant I. Donc là, pour déterminer la valeur de A, je pense que se détermine grâce à la valeur de I en 0. Donc grâce à la valeur de I en, j'irai même plus, je vais vous aider en 0 plus. Qui parmi vous a une idée pour déterminer la valeur du courant I en 0 plus? Tout est au tableau. La solution est au tableau. Parce qu'une fois que j'ai ça, j'aurai la valeur de A. Il suffit d'avoir la valeur initiale de I, je marque en 0 plus, donc juste après avoir fermé l'interrupteur, pour résoudre l'équation différentielle. Tout est au tableau. Sinon, moi j'ai le joker. C'est belle Fatima. Alors, qui parmi vous a une idée? À moins que. Ah oui, je me souviens. Alors, I en 0 plus.
Est-ce qu'il n'y a pas une équation ici qui, lorsque je remplace t par 0+, pourrait me donner le courant I en 0+? Allez, je demande à mon joker. Fatima. Fatima déconne. Oui. Moi, je me suis dit que ça va être moins E sur R à partir du graphe qu'on avait dessiné, mais... Ouais, c'est ça. Donc à partir du graphe qu'on avait tracé, on voit que c'est moins E sur R. Après, par une équation, ouais, vous réécrivez la loi des mailles en 0+. Si vous réécrivez la loi des mailles en 0+, vous aurez UR en 0+, plus UC en 0+, égale à 0. D'accord? Donc on écrit la loi des mailles en 0+. Donc on applique la loi des mailles ici en T égale 0+. Alors comme dit Fatima, on le voyait sur le graphe. Par discontinu courant, en 0+, on avait E sur R. Mais là, on y va. Donc on a UR. Donc là pareil, en 0+, plus UC en 0+, égale à 0. Sauf que UR, moi ce que je cherche c'est l'information sur le courant en 0+, mais l'information sur le courant je l'ai dans UR. UR égale RI. Donc, déterminer l'expression de UR en 0+, revient à déterminer R fois I en 0+, plus UC en 0+, le tout égale à 0. On y est presque. On y est presque parce que finalement, le condensateur il est initialement chargé sous une tension E. Donc on a UC de 0+ égale à E. Donc on obtient RI en 0+, plus E égale à 0. Donc I en 0+, égale moins E sur R. Voilà. Donc en effet, Fatima, en effet, on retrouve ce qu'on avait vu expérimentalement par une limite en 0+ de I de t égale E sur R exponentielle moins t sur tau. Donc on le retrouve. D'où, ici, I en 0+ égale moins E sur R. Donc on a moins E sur R égale A exponentielle de 0. Donc A égale moins E sur R. Et on retrouve finalement la même relation. On retrouve ici la même relation. I de t égale moins E sur R exponentielle moins t sur tau. Fonction valeur négative strictement croissante sur l'intervalle de temps considéré, d'accord, avec une discontinuité en t égale à 0. Voilà, chapitre terminé. On va passer ensuite à des exercices sur les TD précédents, le TD numéro 7. TD numéro 7, donc pour ceux qui sont en distance, reprenez avec vous le TD numéro 7. Et là, je vais procéder différemment avec vous en permettant en TD. Pour faire un maximum d'exos en TD, on va lire ensemble l'énoncé, on va amorcer la correction, on va aborder la méthode de résolution. Je n'ai plus rédigé totalement la correction, vous les aurez. Vous aurez la correction détaillée des exos qu'on abordera ensemble en TD. D'accord? Donc ce qui m'intéresse, c'est, on va lire l'énoncé, on commence le calcul, d'accord? On trace les graphes, on fait les calculs de dérivés, mais les rédactions complètes, vous l'aurez en repartant d'ici une bonne demi-heure. D'accord?
On va commencer par l'exo numéro 6. Exo numéro 6 de la fiche de TD numéro 7. Exo 6 du TD 7. Donc là, pour ceux qui sont en distance, on est sur le TD numéro 7, exo 6 sur adaptation d'impédance. Voilà. Ouais, impédance ou puissance, c'est la même. Ouais, ouais, oui. Mais j'ai mis adaptation de puissance. Ouais. Tout à fait. Plein écran. Hop. Donc exo numéro 6. Alors, c'est bon pour tout le monde, donc là, ici je projette l'énoncé pour pouvoir lire ensuite. Source, c'est un problème, hein. Encore certains d'entre vous ont un problème de lecture d'énoncé pour des hors-sujets. Donc là, attention. Alors, déjà sur le schéma, oui, déjà on a un schéma électrique. Quand on voit ça, déjà, sans même lire l'énoncé. Sans même lire l'énoncé. Donc là, ceux qui sont à distance, sauf vous vous fiez à ma voix, vous ne me verrez pas ici sur l'écran blanc. Vous avez une source de tension, le FME. R, en fait, c'est la résistance interne de la source de tension. En fait, là, on a une source réelle de tension, c'est le modèle de Thevenin. Ici, le courant I. Regardez, le courant I est fléchi dans le même sens que E, convention générateur. Le courant I fait ça, comme ceci. Là, on a une résistance R et en fait, elle est barrée d'une flèche. En fait, en électrique, ça signifie qu'on a une résistance qui est variable. On a une boîte à décale, c'est-à-dire qu'on peut faire varier la valeur de la résistance. Et on a une tension U aux bornes de R. Et remarquez, les flèches de tension de courant sont de sens opposé. Alors, on va dire une résistance variable R alimentée par un générateur de tension, caractérisé par sa représentation, son modèle de Thevenin, de FME, ici, et de résistance interne petit r. Et le but, là au contraire, on va chercher à maximiser la puissance dissipée par effet Joule. On cherche à rendre maximale la puissance dissipée par effet Joule dans ce conducteur ici, dans cette résistance variable. Donc il faut ici ajuster les valeurs de R, de grand R, pour que la puissance dissipée par effet Joule soit maximale dans ce conducteur ohmique. C'est ce qu'on recherche par exemple dans un radiateur ou un four électrique. Donc le but, c'est de rendre maximale la puissance dissipée par effet Joule. Alors pour y arriver, il y a trois questions. Première question, déterminer l'expression de la puissance P reçue par le conducteur ohmique en fonction de grand E, grand R et petit r. Donc on relit une deuxième fois la question. Exprimer une puissance électrique. Et il manque un terme dans cet extrait, c'est un extrait de celui de concours, il manque le algébriquement, d'accord? Donc c'est une puissance électrique algébriquement reçue par le conducteur ohmique en fonction, vous voyez, de grand E, grand R et petit r. C'est-à-dire que là, on ne vous demande pas d'exprimer la puissance en fonction de I. Parce qu'en fait, intuitivement, ce que vous allez écrire, c'est que la puissance algébriquement reçue en convention récepteur, donc là, vous allez noter ici en convention récepteur, P égale U fois I. D'accord, on part de ça. En convention récepteur, voilà. La puissance algébriquement reçue, elle vaut U fois I. D'accord? Toujours, une puissance électrique, c'est produit tension fois courant. Maintenant, U, on regarde aux bornes de quel dipôle elle est. U est aux bornes de R. U est aux bornes de la résistance variable. Donc la loi d'Ohm s'applique. U égale RI. Donc je remplace U égale RI. Donc on a RI carré. Bon, mais on ne veut pas exprimer P en fonction de I. On veut exprimer P en fonction de E, grand R et petit r. On n'y est pas encore. On peut également exprimer d'une autre manière la puissance P. C'est la puissance dissipée par effet Joule, ça. Au lieu d'avoir RI carré, au lieu de remplacer U par RI, je vais remplacer I par U sur R. Et si je fais ça, je répète, là je vais remplacer, pour cette expression, je remplace I par U sur R. Dans ce cas-là, j'aurai U carré. U carré sur R. Là j'ai U carré sur R. Et là c'est déjà un peu mieux. Pourquoi c'est un peu mieux? Parce que là j'ai du U. Et ce U, quand je regarde, ce U, je peux l'exprimer en fonction de E, R, R. Pourquoi? Parce que là j'ai deux résistances en série, parcourus par le même courant, et j'ai un diviseur de tension. Voilà. Donc là,
Première étape, c'est ça. Ensuite, on a un diviseur de tension. On a un diviseur de tension. Et ce diviseur de tension, il est présent ici. Deux résistances en série. Donc on a petit r et grand R en série, parcouru par le même courant I, tel que la tension au bord de l'une d'entre elles, la tension petit u au bord de R, soit une fraction de grand E. Donc petit u est une fraction de grand E. Petit u est au bord de grand R. Et je divise par la somme grand R plus petit r. Et une fois que j'ai ça, bah, j'ai terminé la première question, parce que j'ai exprimé P en fonction de E, R, grand R et petit r. D'où, quand on remplace, la puissance P. Attention, U carré, ça sera tout ça au carré. Donc j'aurai R sur R plus petit r carré E carré, j'oublie pas, divisé par R. N'oubliez pas, surtout que je le mets ici en évidence, divisé par grand R. Donc je remplace U par son expression, d'accord, je lève au carré, je divise par R. Donc là j'aurai au numérateur du R carré sur R, donc on aurait c'est du E carré sur ici, je vais mettre ici à droite, je vais de place. Donc ça va me donner directement, vous voyez, donc grand R sur grand R plus petit r au carré, le tout fois E carré. Et ça se commandait de trouver expression de P en fonction uniquement de grand E, grand R et petit r. Donc ça c'est la puissance dissipée par effet Joule. Puissance algébriquement reçue par R, sa puissance dissipée par effet Joule dans R. Puissance dissipée par effet Joule dans la résistance grand R. Voilà. Par contre, il faut absolument avoir la réponse à cette première question. Là, il n'y a pas de montrer que. Il n'y a pas à montrer que P s'écrit sous cette forme-là. Là, vous voyez, sur ce sujet de concours, il n'y a pas à montrer que c'est exprimé P en fonction de. Si vous ne l'avez pas, vous devez vous arrêter là, vous n'êtes pas plus loin, parce que vous regardez la question numéro 2, montrer que cette puissance P, qui dépend de la variable. Oui, alors la variable c'est R. Pourquoi la variable c'est R? Résistance variable. Vous, en tant qu'expérimentateur, vous faites varier la valeur de R. Donc, d'un point de vue électronique, la variable, ça sera grand R. La FME est constante, la résistance interne, petit r est constante. Et montrer que cette fonction P est maximale pour une valeur particulière de grand R. Donc là, pareil, juste entamer le calcul. D'accord? Vous aurez la question détaillée après. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette question? Montrer que P, ici, que c'est une fonction de R, fonction de grand R, et on vous demande de chercher la valeur de grand R qui va maximiser cette puissance dissipée par effet Joule. Qu'est-ce qu'il faut faire ici concrètement? On cherche la valeur de R qui va maximiser cette grandeur-là. Tiens, je vais embêter... Flavie, tiens, Flavie, est-ce que tu me reçois? Non, je vais embêter, c'est que j'ai embêté quelqu'un qui est à distance. Après, si tu veux, je t'embêterai après, hein, sur toi. La question suivante pour toi, là. Ah, oui, Flavie, dis-moi. Oui. Oui. Quand on te demande de montrer que P, donc question 2 de l'exo, montrer que P est maximal pour une valeur particulière de grand R, qu'est-ce que tu ferais? Pour montrer que P, ici, est maximal pour une valeur particulière de R. Sachant que tu as ça. Donc on cherche grand R. Déconnexion là. C'est pas grave. C'est trop compliqué. Alors, non, pareil. Bon, c'est pas si compliqué. Après, pareil. Dès que vous voyez, ici, montrez que P maximum pour l'heure de grand R, fonction de variable grand R, vous devez dériver. Ah, Flavie? Oui. Flavie. Alors on est au TD7, exo 6, question numéro 2. Est-ce que tu vois ici qu'il faut dériver par rapport à R? Oui, ça veut dire oui, très bien, on y va. Donc on cherche. Oh là, on s'amuse. Donc on cherche la valeur. Non mais là je vois la différence. Le fait que j'ai pas le casque micro, ça change tout. Là, ah ouais, ça change tout. Donc lundi prochain, pareil, hein, la semaine prochaine, vous vous embêtez. Individuellement, je vais m'amuser avec mon. Je le reçois lundi. Ce que j'ai pris hier, c'est le celui de M. Maumin. Donc j'ai déchargé totalement hier. Pour cette fois. Donc, par contre, la semaine prochaine, je viendrai vous chercher, je viendrai vous embêter. Hein.
Parce que je vous entendrai très très... Là par contre vous allez très bien m'entendre, et je vais très bien vous entendre également. Alors par contre, ouais, le son... hier j'étais vraiment abasourdi, ah, certains qui crient, on va dire... Non, d'accord. Donc, d'accord. On cherche la valeur de R qui maximise la puissance P. D'accord. Tel que... Alors quand on dérive P ici par rapport à R, alors attention, on a un P au numérateur, P majuscule, on dérive par rapport à R, d'accord, égal à 0. Là par contre, là je vous laisse faire, même sous condition je vous laisse faire, je vous laisse entamer la dérivée, et après on passera à un autre type d'exo. De toute façon sur la correction, pareil, j'ai des corrections qui est détaillée, d'accord, manuscrite, et qui est complète sur cet exo. On parlera des cols la semaine prochaine. Je pense que ça a été un léger couac cette semaine pour certains, donc on en reparlera. On fera un petit bilan après sur les cols, cols en physique, hein. D'accord, les cols en physique de la semaine prochaine, d'accord. Voilà. Enfin pour certains, pas pour tout le monde, pour certains, d'accord. Allez, je vous laisse faire le calcul de dérivée. Allez-y. Alors attention, on dérivait quoi? Qu'est-ce qu'on dérive? On dérive ça par rapport à R. Allez-y, je laisse dériver. Dans 15 jours. Ouais. Non. Non, tu passes avec moi, le contrat double. Alors, imagine, double, quoi, 6 quoi, 12. Ça, c'est une école qui peut réussir, c'est du physique parce que comme tu veux rattraper, attends, non, je sais pas, non, je sais pas, 4, j'ai pas passer ça, non, c'est plus seul. Par contre, je peux plus. Donc celle-là, ouais. Mais j'attends que tu sois, mais t'as vu que tu es en forme, hein. Tu es en forme, genre là. Là, faut expliquer. Ça se voit. Le problème, c'est que M. Paro, il a déjà mis sa colle mercredi dans 2 semaines à 14h, et il y a encore une colle de matin après. C'est-à-dire qu'il y a déjà 5 colles en fait dans 2 semaines. Plus la chimie, tu dois rattraper. Des décisions volontaires comme ça, on a. C'est bon, c'est bien. Ah, merci Gabriel. Non, on verra. Mais non, ce que je veux dire, non. Si tu veux bien, tu te rappelles que je suis en aura une avec moi, prévu. Voilà. Mais non, ce sont du normal. En fait, je compte les deux plans. En fait, concrètement, sur le papier, c'est quoi? Donc, non, je ne rajoute pas une colle, non, c'est juste la colle que tu auras. Voilà, sans aucun sujet. Il y a le contrat. Ah, par contre. Alors allez-y, entamez le calcul. Alors vous devez aboutir à ceci pour la dérivée de P par rapport à R. Il y a quelques lignes de calcul. Il y a 2 lignes de calcul. Alors, pareil, avant de se lancer dans ce calcul, qu'est-ce qu'on reconnaît comme forme mathématique pour dériver ceci? U sur V. Voilà, U sur V. Voilà, U privé ou U sur V carré. Voilà, U sur V. Voilà. Ça, il faut le voir. Si vous ne le voyez pas, vous n'arriverez pas à aboutir au bon résultat. Donc, U sur V, dans la mesure où vous dérivez par rapport à la variable grand R. R, c'est la variable, c'est votre variable, comme on indique. Vous dérivez par rapport à grand R. Donc, U' moins UB' sur V carré. Allez, je vais entamer le calcul. Pareil pour ceux qui sont en distance. Ceux qui sont en distance, vous devez aboutir à ceci. À part ceux qui sont en distance, vous aurez la correction également détaillée de ces exos. Et je mettrai également la correction du 12 qu'on a terminé hier en TD. Vous aurez 6, 10, 11, 12. Ça fait...
rapport à R. Par exemple, quand tu dérives par rapport à R carré, ça fait E carré. Donc ça va, le premier terme c'est E carré, grand R plus 8R au carré, moins RE carré pour la dérivée de la parenthèse au carré. Utilisé par le diviseur au puissance 4. On va vous poser pas. Ah, regardez, même si vous voulez, c'est pas grave. Donc, regardez les notes. Ça va, c'est très important, c'est bien. J'arrive à la rentrée. Je suis sauvé. Ça par rapport à R comme ça. Alors déjà, tu vas voir tout ça. Alors, E carré constant, finalement, c'est qu'on grand R qui est là. On en reparle à peu près. Ça a donné c'est pas une mauvaise interprétation. C'est des tubes de ça pas repris ça donc. Ah bah par rapport à R, bah eux c'est une constante. C'est constant. Ouais.